Donc les macros, ça arrivait sur la WWDC 2023 sur Swift et c'est depuis Swift 5.9. Donc qu'est-ce que c'est? Principalement les macros en fait c'est pour générer du code. C'est un nouvel outil qui va nous permettre de générer du code. Donc pour éviter les réécritures et générer tout le boilerplate code à notre place. Bon, il y a déjà pas mal d'outils chez Apple qui permettent de faire ça. On a des property wrappers, les result builder, des protocoles extensions. Donc ça c'est dans le code source. Après il y a des Xcode templates comme on a fait la présentation la dernière fois. Je crois que c'est Loïc Rondier qui a fait ça. Et les stencils qui par exemple c'est pareil, ça nous permet de générer du code qu'on conserve pour SwiftUI par exemple. C'est ce qui nous permet de créer, c'est le fichier qui nous permet de créer les énigmes sur SwiftUI. Donc un nouvel outil qui est la différence en fait. Donc ça c'est la doc Apple qui nous dit que les macros nous permettent de générer du code répétitif au moment de la compilation. Contrairement aux autres par exemple où c'était dans le code source et on ne génère aucun code. Il y a deux choses importantes. Donc c'est que c'est pendant la compilation. Donc ça va par rapport aux autres outils. Et la deuxième chose, c'est générique. Donc ça c'est un détail, mais ça veut dire en fait qu'on va pouvoir que ajouter du code. On ne va pas pouvoir en modifier ni en supprimer. Donc en gros, c'est qu'on a notre code source. Une fois que la macro a été implémentée, en fait, c'est juste un ajout de code. On n'aura jamais notre code qui va se transformer ou des lignes qui vont disparaître avec des macros. Donc dans l'aspect sécurité ou autre. Ça c'est la doc Apple. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Donc elle parle aussi de Other Compile Time Operation. Donc c'est pas finalement qu'ajout du code. Elle ne permet pas juste d'ajouter du code Swift dans un projet. Elle permet aussi de faire d'autres choses comme par exemple checker le code et par exemple envoyer des erreurs ou des warnings sur notre Xcode comme nos erreurs de compilation. Donc Swift Macro, donc les spécificités. Donc il y a zéro modification, zéro suppression de code, ouais, donc, comme j'ai dit, que de l'addition. Les entrées et les sorties des macros sont type check, donc ça nous permet plus facilement de ne pas rentrer n'importe quoi. Les attributs qu'on rentre dans les macros, donc les macros, comme on le voit, on va pouvoir rentrer différents attributs, c'est tout le temps des expressions. C'est pas un morceau de code, on va pas pouvoir rentrer dans un plus, et ça doit forcément être quelque chose qui est une expression en elle-même. Et donc le compilateur va pouvoir nous renvoyer aussi des erreurs, comme je viens de le dire. Comme si c'était des erreurs de compilation. Des macros, en fait, on en utilisait déjà nous dans nos codes. Par exemple, ce qu'on voit ici, file, function, line. On s'en servait dans nos projets pour nous renvoyer des logs avec la fonction où il y a un problème, ou la ligne, etc., où il y a l'erreur. Donc ça nous permettait déjà de remonter des bugs, on s'en servait déjà dans nos codes. Donc il y a deux différentes macros. Donc il y a les freestanding macros. Donc les freestanding macros, c'est quelque chose qui va être écrit à la place de la macro qu'on a mis. Donc en fait, ça va juste rajouter du code à l'endroit où on a mis la macro. Elle peut être utilisée seule, elle n'est pas linkée à une classe ou un enum ou autre chose. C'est vraiment un code. Elle commence toujours par le dièse, c'est comme ça qu'on les différencie. Et après, les arguments, on peut les placer entre parenthèses à la fin si on a besoin d'arguments. Par exemple, celle-ci. Donc là, c'est les freestanding macros. La deuxième macro, c'est les attach macro, donc elles sont toujours utilisées comme attribut à une déclaration, donc à une classe, à un instruct, à un enum. Elles commencent toujours par un arrobase, et ça ressemble un peu, et elles peuvent pardon. Donc elles peuvent modifier la classe dans laquelle on est, donc elles permettent de rajouter des fonctions, des variables, des inits, tout ce qu'on veut dans la classe où on est. Donc elle ne va pas seulement rajouter du code à l'endroit où elle est, elle va en rajouter complètement, elle peut en rajouter n'importe où dans la classe dans laquelle on a déclaré. Donc c'est par exemple celle qu'on a pas mal entendu parler, l'observable pour SwiftUI. Donc eux ils l'utilisent. Elle permet de remplacer les published et les observable et observed object dans ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc par exemple c'est ce qu'on utilise aujourd'hui sur SwiftUI. Donc on a vu ici avec le modèle, donc on met observable object et les published qui nous permettent d'envoyer à la vue à chaque fois qu'il y a des modifications. Donc la macro ici va nous permettre en fait, de retirer toute la partie du code un peu chiante. Donc les published, le protocole qui est en fait remplacé par le observable object et aussi ici le observed object du user. Donc si on regarde un peu la différence des deux, ça nous permet de retirer ça et cette partie-là. Donc ça nous permet pas mal de cleaner le code sur les attaches par exemple. Donc il y a deux manières de travailler avec les macros.
La première, c'est de les utiliser. C'est assez facile. Apple en a montré un peu pas mal pendant les presse. Il y en a pas mal qui sont en train de se créer aussi. Donc par exemple, on a vu Observable. Il y a le AdSync. Donc tu en parlais. Il y a le preview aussi qu'on a vu pas mal pendant la WWDC. En fait, ça nous permet de remplacer le struct preview provider, var preview. À chaque fois qu'on fait des previews en SwiftUI, là on met juste le test preview, on met la vue qu'on veut mettre en dessous et ça nous affiche la preview dans SwiftUI. Donc c'est un peu pour gagner du temps. Le AdSync ou le AdCompletionHandler, c'est des variables qui nous permettent de transformer une fonction en completion en une fonction en async await. Donc ici, on va le voir. Donc là, on a juste rajouté le AdSync là-haut. Et donc maintenant, on va pouvoir l'appeler avec un try await. Et on va voir le code. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça va nous montrer le code qui est généré par la macro. Donc en fait, elle nous permet de remplacer tout ça. Donc le throwing, le with-check throwing continuation, le switch, etc. directement. Donc on gagne un peu tout ça à chaque fois qu'on va l'utiliser. Donc il y a pas mal comme j'ai dit, il y a pas mal de macros qui sont déjà créés. Et j'ai vu aussi un GitHub qui s'est mis avec où il est en train de mettre un peu tous les macros qui ont été présentés par Apple et il propose aussi aux gens de ramener des macros qu'ils utilisent. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Elles sont pas données par Apple? Bah, si, toutes celles-ci, elles sont données par Apple pour l'instant. Il a mis les exemples qui sont donnés par Apple, mais et en dessous il met si vous avez d'autres macros open source, autre chose, envoyez-les. Apple n'a pas documenté toutes les macros qui sont dispo? Non, j'ai pas trouvé de. Il n'y a pas une On les découvre, on espère que sur la WWDC, il y avait un slide quoi. Ouais, mais alors le jour où et encore, je sais même pas s'il ne faut pas les créer. Ouais, il y avait le nom, Ouais. mais J'ai l'impression qu'elles sont implémentées. ils sont pas implémentés en fait. Il y en a plein qui sont. Je pense qu'il faut que tu les implémentes toi-même. Ou alors aller les récupérer dans le fichier, dans la librairie qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas de. Aujourd'hui, ça va pas être dans Xcode où tu pourras rajouter ton truc comme ça. Il faudra aller chercher une librairie. Donc voilà, les utiliser, ce qu'on a vu, c'est que ça semble assez facile. Donc en plus, comme c'est type check, qu'il y a les erreurs à chaque fois, donc si on l'utilise mal au mauvais endroit, on aura des warnings, on aura des logs d'erreurs au moment de la compilation, si c'est bien fait. Donc ouais, c'est assez facile à gérer, à utiliser. Donc le next step maintenant, ça va être la deuxième partie, c'est d'en créer une. Et c'est là que les choses se gâtent. Ça devient un petit peu plus complexe et c'est ça qui a été ouvert aussi par Apple. Donc c'est nous permettre de créer des macros comme on veut, donc en utilisant le external macro. Alors les macros, déjà il y a des choses par rapport à ce qu'on a différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est que la déclaration de la macro et l'implémentation, elle n'est pas au même endroit. C'est dans deux choses différentes. Contrairement à toutes les fonctions, tout ce qu'on code aujourd'hui, c'est souvent au même endroit. Avec Swift. Donc, et pareil, ça va être dans des modules à part. Donc, ça va pas être dans notre code source de l'app qu'on va déclarer notre macro. Je pense que c'est pour une raison de sécurité et c'est aussi surtout pour une raison que pour utiliser une macro, il faut déjà qu'elle soit compilée et en fait, on fait le check de la macro, la mise en place du code au moment de la compilation de l'app. Donc, en fait, il faut déjà que tous les blocs où on a défini nos macros soient déjà compilés avant de compiler l'app. Donc, c'est pour ça que ça ne doit pas être un endroit. On va partir sur la déclaration. Donc la déclaration d'une macro, comme on l'a vu, c'est juste on met le mot macro et on déclare notre fonction avec les attributs qu'on a besoin. Donc le module dans lequel elle est et le type de la macro. On va voir après, c'est juste le nom de la structure où on a la macro. Donc comme je l'ai dit, les macros sont des modules à part forcément, donc c'est toujours public. Et ensuite, on va lui rajouter les rôles de la macro. Donc ça c'est un autre, donc les rôles, il y a le freestanding, expression, et c'est là aussi où on va mettre le attach macro, et donc c'est là qu'on va pouvoir différencier si c'est une freestanding macro ou une attach. Les rôles, c'est l'endroit où ça peut être ajouté dans le code source. Donc là, expression, ça nous dit qu'en fait, une freestanding expression, ça nous dit que ça peut être ajouté à n'importe où dans le code, ça va nous rajouter une expression dans le code, donc ça va nous rajouter du code. Ça peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, si on prend une attach macro, donc ça c'est celle qu'on va linker à une structure, à une enum ou à une classe. L'attach macro, là, on peut voir qu'il y a plusieurs rôles. Donc elle, ce qu'elle va nous faire, c'est au shot set, une autre déclaration dans le même module, un autre type de macro. Donc elle va nous rajouter des members, c'est-à-dire qu'elle va nous rajouter soit des fonctions, soit des variables, soit des choses dans la classe, dans l'enum où elle est utilisée. Et conformant, c'est-à-dire qu'elle va aussi nous rajouter un protocole auquel la classe a
la classe va suivre. Donc en fait, le title de la macro va nous rajouter tous les rôles que va faire cette macro. Donc ça peut en avoir plusieurs. Donc ici, en fait, le rôle de cette macro, c'est elle va nous rajouter des static var de option set, et en fait, elle va nous rajouter un protocole, le protocole option set à la classe, à l'enum où on va l'utiliser. Donc ça, c'était la chose assez facile, en fait, assez courte. La partie implémentation, donc ils nous l'ont vendu en mode les macros c'est cool, c'est du Swift. C'est du Swift, mais c'est du Swift syntaxe. Donc ça change un peu. C'est quoi le Swift syntaxe? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, vous savez ce que c'est. Donc on va revenir. Le Swift syntaxe, en fait, c'est donc si on revient un peu dans le flow pour compiler les nappes, on a notre code source, donc un Swift. Et derrière, on a un AST qui est un Abstract Syntax Tree. Donc en fait, c'est quelque chose qui va transformer notre code source en un arbre de nœuds, en un arbre pour aller parcourir tout le code. Donc c'est un truc qui va permettre au compilateur derrière de compiler pour finir à terminer avec un binaire. Donc en fait, c'est juste l'étape d'après notre code source, et c'est là qu'est le Swift syntaxe. Donc en fait, ça ressemble à du Swift, et en plus, il y a toute une logique pour aller parcourir les éléments, pour regarder quel type d'élément c'est. Donc c'est un peu complexe. Ouais. Et question, l'abstract syntax tree, est-ce que c'est quelque chose qui est unique à Swift, ou est-ce que par exemple l'Objective-C aussi ça... Non, en fait, je pense que tous les compilateurs utilisent un AST. Ouais. En fait, c'est juste un truc qui permet de créer une arborescence de ton code, comme un fichier Genome que tu vas parcourir, et ça permet au compilateur d'interpréter ton code en fait. C'est un interpréteur, je pense, l'AST, je sais pas comment... C'est quelque chose qui permet de passer de ton compilateur un code qui est capable d'interpréter. Et chaque langage le tient. C'est ça la question. Ouais, pardon. Mal posé. Ok. Et donc, ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça crée un arbre en fait par rapport à ton code de départ. Donc, voilà ce qu'est le Swift syntaxe. Et en fait, c'est ce qu'on va utiliser dans une macro. Donc, tous les trucs qu'on ne connaît pas, expression macro, expression syntaxe, tous ces petits trucs-là, en fait, c'est du Swift syntaxe. Et le Swift syntaxe, ça va être aussi toute cette logique d'aller parcourir, donc on a un nœud, et d'aller parcourir ce qu'il y a dedans pour trouver ce qu'on veut, pour aller modifier, etc. Donc c'est un peu complexe. Ça, c'était juste pour un exemple. De quoi? Pas de JavaScript. Non, et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude trop de lire. Je pense que donc il y a un peu une barrière à l'entrée. Après, ça se fait. On va voir rapidement passer sur Xcode pour en créer une. C'est un peu plus concret. Alors, tac. Yes. Donc, comment on crée une macro? Donc, c'est un package. Et là, on a un Swift macro. Donc, on crée une macro. Et donc ici on a déjà en fait un exemple de macro, donc ça c'est assez cool, ça va nous permettre de rentrer dans le code. Donc on a ici ce que j'ai dit my macro, donc mon module qui va avoir toutes mes déclarations de macro. Donc c'est ici qu'on va faire la partie que je vous ai montrée. Donc ici on a une en exemple, c'est la stringify, on l'a vu, je sais pas si on a un exemple d'ici, en fait ça nous permet, si je mets 1 plus 1, ça va mettre le résultat et aussi écrire 1 plus 1 en string dans le code. Donc ça nous met la valeur calculée et la valeur du code. Donc là c'est la partie déclaration. Par exemple, moi je vais utiliser Node. On a vu aussi par la dub qui est URL. En gros, ça me permet de unwrap de checker déjà que le string que j'ai mis dans l'URL est un URL potentiel, donc par exemple il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de choses comme ça, et de puis écrire le URL string littéral unwrap. Donc ça par contre ça marche avec l'éditeur, tu ne peux pas utiliser une variable dedans. Là c'est un string que j'ai demandé en entrée, après tu montres ce que tu veux, mais la string n'est pas définie. Tant qu'à la fin c'est un si ça peut être tant que c'est une string à la fin tu peux mettre tant que c'est une expression qui sera un string, c'est bon. Et ensuite donc il y a la partie où c'est client. C'est là dans cette partie là où on va écrire notre macro, et donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est là qu'il y a ça se gâte un petit peu. Donc on va écrire tout notre code.
Et on va rentrer dans du Swift syntax qui est un peu plus complexe et un peu plus dur à prendre en main. Est-ce que je l'ai mis? Tac. Donc par exemple, on a notre URL macro, donc c'est là que la structure que j'ai déclarée tout à l'heure en type. Il y a le. Donc, si je mets juste. Donc ça arrive directement. Tac. Si je mets shop, normalement, il va me proposer ça. J'écrirai encore. Voilà. Il me propose la fonction derrière, et là, c'est là-dedans que j'écris ma macro. Donc macro, donc en gros, tac, ma macro elle a un seul argument, ce qui est un string. Donc en fait, dans mon nœud, je vais parcourir mon node, je vais aller récupérer le premier, parce que de toute façon j'en ai qu'un. Je vais vérifier que mon argument, c'est un string littéral, c'est un segment, et c'est là que je vais pouvoir envoyer une erreur en disant Coco, c'est pas un string littéral que tu m'as envoyé. Après, je vais pouvoir tester si mon URL est vraiment un URL, et derrière envoyer l'erreur si c'en est pas un. Par exemple, s'il y a un espace dans le string que j'ai envoyé, donc soit j'envoie des fatal errors, soit j'envoie des fatal errors, soit j'envoie des erreurs faites adaptées au compilateur, et c'est ça qui va faire la différence entre une macro un peu pourrie, on va dire, et une bonne macro. Ça va être toute la gestion d'erreurs, et ce qu'on peut gérer, en fait, on peut gérer si c'est un warning, on peut gérer si c'est une erreur, on peut gérer à quelle ligne du code Xcode on veut afficher cette erreur, à quelle colonne, à quel tous les petits underscores qu'on voit dans les logs de Xcode. Donc c'est assez puissant, mais c'est assez long à mettre en place. Là, c'est des trucs hyper basiques, mais Et en retour, tu envoies le string. Tu envoies le code. Et en retour, parce que moi dans ma macro, c'était j'envoie le code, le bout de code qui va être ajouté. Voilà, c'est ça. Et donc ça, en fait, le truc, c'est que c'est un peu ça qui était galère dans les macros, d'autres choses comme Objective-C ou quoi, c'est que tu peux envoyer un string qui ne va rien dire, il n'y a pas de compilation, il y a des erreurs dans tous les sens. Et donc il y a une chose qui est bien dans les macros qu'on a fait, c'est qu'en fait on peut les tester. Donc c'est que Swift a fait, je veux dire, pardon, c'est qu'ils sont unit testables. Donc en fait, souvent les vidéos que j'ai vues de macros à définir, les mecs commencent par du test. Ils mettent ce qu'ils veulent en sortie, en entrée, et après ils développent le macro pour fonction. Donc du event testing. Donc là c'est pareil, donc pour tester, on a mis notre macro, assert macro, ce qu'on va rentrer en entrée, ce qu'on attend en sortie, et derrière on va tester le code en fonction. Pareil pour un string littéral. Donc ça c'est unit testable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire pour une macro? Donc là j'ai mon macro URL que je viens de créer. Il faut juste que je pense à la rajouter ici, sinon ça ne marche pas. Self. Et donc c'est dans un module à part comme ça qu'on va créer toutes nos macros. Après pour les ajouter à un projet, le project. T'as mis erreur dans le. Pardon. T'as pas écrit la bonne. J'ai pas écrit la bonne? Non, c'est t'as pris macro erreur. Ah merde, mais pardon. Ici, il faut importer condition. Ok. Donc là, ma macro fonctionne. Donc pour l'amener sur mon projet, c'est juste un package à aller chercher en local. Et donc c'est desktop project package. Donc je rajoute que ouais, il y a un bug, on ne peut pas rajouter le client, ça marche pas. Et je veux juste ma librairie en plus. Donc là j'ai ma librairie, il y a un bug sur Xcode 14, c'est que ça marche pas du premier coup. Il faut le fermer et le rouvrir. Sur Xcode 15 pardon.
Ouais, c'est la... Attends, c'est l'ajout de package sur X14, il y a le même bug. Faire reset cache. J'ai passé l'après-midi à faire ça avec les Xcode. Faire reset package cache. Ouais, mais j'avais fait et en fait ça. Non, il veut pas. Au bout d'un moment, normalement, il va vouloir si tu reset une dizaine de fois. Ah, il marche au harcèlement. Tout à l'heure j'ai fait 2-3 fois et juste en pilant et en roulant derrière ça marchait. Non, mais Xcode 14 aussi. Ça me rend fou, mais c'est 14. Et ça fait depuis Xcode 12 qu'il y a ce problème. Donc pour l'utiliser, tout simple, c'est bon, importe comme une librairie après. J'espère que ça marche vite. Ah, tu dois quand même l'importer. Ouais. Ah, ça, par contre, ça pue. Là. Je pensais pas que les compilateurs plugins. J'ai Marco. Marco. Marco Polo. Ah, ça sent pas bon. T'écris quoi? C'est un sel. C'est coq. Texte. Xcode 15, c'est pas stable. Tiens, c'est toujours du 15, Xcode 14. Je connais. Ah oui, il faut acheter Comme ça, un plugin de mule, t'as rien à déclarer en plus. Non, ouais, c'est là. Il vient ici. Fuck. Ouais, ça a marché 2 fois tout à l'heure. Apparemment, il n'a pas envie. Ouais, normalement ça marche. T'as regardé pas quelque chose de pas mal, ça marchait pas s'il n'y avait pas un autre. Non, parce que j'ai déclaré. Bah, en fait, elle marche. On va voir sur la macro. Tac. Ici, ça compilait. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, normalement, il le fait à partir du projet que tu Ouais, il fait de partie de mon projet, il tourne à chaque fois. Ouais, non, là, ça compile. Donc, ouais, je sais pas. Je vais pas perdre du temps là-dedans. Mais en vrai, ça marche. J'ai continué 2-3 fois le projet. J'ai rajouté, retiré, rajouté la librairie. Et au bout d'un moment, ça a reconnu la librairie. Et bon, dommage, ça n'a pas marché ce soir. Revenons à la fin de la presse. Très bon navigateur. Ouais. J'utilise aussi Lu. Donc voilà, ce que j'ai dit, ce qui est cool, c'est dans les macros, c'est que c'est unité stable. Et que c'est heureusement que c'est unité stable parce que c'est un peu galère à entrer dans une syntaxe. Et ça va vraiment nous aider à autant tester nos erreurs et quand ça fonctionne. Conclusion, donc on a les macros sur Swift, c'est cool. C'est ouvert, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est facile à utiliser si c'est bien implémenté. C'est un peu plus complexe à implémenter et à créer ces macros. Je ne pense pas que tous les développeurs iOS doivent aller chercher là-dedans. Par contre, je pense surtout qu'il va y avoir des librairies qui vont arriver sur GitHub ou des choses comme ça, de mecs qui ont fait des macros, qui vont bourriner le truc pour nous aider. Et je pense que ça va plus être ça qui va être l'usage derrière. Ouais, donc c'est écrit en Swift, c'est TypeSafe, ça c'est cool, et c'est unité stable. Voilà pour moi, désolé pour la presse qui n'a pas marché. Les docs que j'ai regardés, donc en fait il y a la doc Apple qui est assez bien fait, donc c'est assez rare, donc c'est assez cool, voilà, elle est complète, il y a plein de choses sur les macros. Il y a les 2 vidéos des devs de DC. Il y en a une qui est assez facile à prendre en main, à regarder pour comment utiliser macros, comment faire des macros simples. Et la deuxième qui est un peu plus bourrine et rentre vraiment dans le Swift syntaxe. Et c'est cool, ça permet de voir ce qu'on peut faire, mais c'est costaud.
Ouais, Armandarin qui a fait aussi un bon truc là-dessus. J'ai vu des petits tips. Il y a le preview aussi, donc j'avais vu avec Sassi Vali qui avait fait des choses. Et Vincent Pareil, il a fait un live sur YouTube 2 jours après la sortie des macros où pendant 2 heures il découvre le truc. Et que j'ai regardé qui était assez intéressant aussi. Et on voit que c'est assez complexe et qu'il y a plein de petits trucs à peaufiner et à creuser pour faire une macro qui est viable. Et Christophe Zabloki aussi, qui a fait un GitHub avec plein de macros de mecs qui ont créé, dont un client web, enfin 2 clients web, 2 mecs qui ont fait des macros pour faire des clients web en mode tu fais ta structure en mode add client, tu te fais une première fonction en mode arrobas get, ça sera une fonction get, enfin ça sera. Ouais, et il y a des choses qui sont en train de se faire qui sont pas mal. Je crois que c'est Christophe Zabloki, celui qui a fait Sourcerie, il me semble. D'accord. Je confonds les deux, Christophe. Voilà, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ouais. Juste pour ceux qui ont kiffé le hashtag preview, c'est iOS 17 only. Mais après, c'est UIKit, mais iOS 17 only. et l'usage aussi des macros, ils disent qu'on peut expand le string, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais en gros, entre la vidéo qu'ils nous montraient où on remplace le preview, ça remplace juste la structure et en fait, il y a 2 lignes de code qui se transforment en une. Quand tu fais le expand, là, tu as 20 lignes de code qui arrivent, un peu comme tu nous as montré sur l'Observable. L'Observable, on retire juste le publish en théorie et 2 protocoles. Mais quand on fait un expand de la macro, on se retrouve avec un truc assez costaud et beaucoup moins facile à lire. Et donc je pense que c'est un peu ça aussi, il faut faire gaffe qu'une vidéo c'est facile, c'est expandable, mais en fait c'est pas vraiment le code que tu aurais fait forcément si tu avais utilisé ton code à toi, parce que tu dois être générique, tu dois pas mal de gérer tous les use cases. Il y a ça aussi, l'utilisation de macro qui est déjà créée par des gens, je pense que ça va aussi complexifier la lecture du code, même avec l'expand. Et moi ça me fait pas mal penser au property wrapper. Quand c'est sorti, c'était un peu magique, on pouvait faire plein de choses avec. Mais je sais pas si vous l'utilisez, mais. Tu quand même pas mal d'usage sur les user default, sur les caches L'exemple qui a été donné au début. On a fait creuser pour un peu ce qu'a fait Swift Data aussi avec le model. Et ben, on avait commencé à regarder avec un property wrapper avec Realm pour faire un property wrapper qui gère toute la surcouche Realm tout seul via ton modèle de départ. On n'est pas allé plus loin, mais en fait eux font un peu la même chose avec ça. Et l'autre use case aussi que je vois, c'est les inits par exemple. On ne peut pas générer d'init avec un property wrapper, on ne peut pas ajouter du code et créer d'init. Avec un macro, tu peux créer des inits si tu veux pas. Mais oui, c'est un peu difficile de trouver des use cases. Donc je pense que ça va plus venir de la communauté que de la boîte en direct ou de nos projets dans le boulot de tous les jours. Tu sais si tu peux ajouter, c'est une question que je me posais, du code mais à partir d'un autre fichier, genre c'est du Swift au final la macro. Mais tu pourrais parser un fichier, je sais pas, un localizable.string quoi, pour générer automatiquement un enum associé. Ouais, je sais pas, sûrement. Créer un type dans lequel tu pourrais stocker